le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à tous. 1 an et demi après sa réouverture, le musée d'Aubrey inaugure le 17 octobre prochain sa première exposition temporaire intitulée « À cœur ouvert ». Portant sur un sujet à la fois fort et profondément humain, l'exposition part du motif familier du cœur pour interroger son histoire et proposer d'autres manières de le comprendre. En effet, quel lien établir entre le motif imprimé sur les cartes de Saint-Valentin et le cœur, organe palpitant ? Existe-t-il une filiation entre le like des réseaux sociaux et la pesée du cœur dans le livre des morts de l'Égypte antique ? Et comment le cœur courtois médiéval, à la fois amoureux et valeureux, est-il devenu un symbole universel utilisé encore aujourd'hui dans le monde politique ou militant ? Autant de questions qui traversent les époques et auxquelles l'exposition interroge en proposant un dialogue inédit entre art, science, histoire et spiritualité. Bonjour Yann Lignereux. Bonjour. Alors vous êtes vous-même historien et co-commissaire de l'exposition, ce qui est une première pour vous. Oui, tout à fait. C'est une première dans ce type d'exercice qui est de proposer une médiation scientifique qui prenne l'art, non pas effectivement comme une simple illustration, mais également comme porteur de connaissances et porteur d'émotions. Alors, je cite quand même la co-commissaire avec qui vous avez effectivement monté l'exposition, c'est Julie Pellegrin, la directrice du musée d'Aubrey. Donc, plusieurs voix, c'est vraiment une des spécificités de cette exposition. Il nous semblait difficile de parler de cœur, de parler d'une seule voix, puisque le cœur, par définition, est un dialogue, est un échange. Le cœur ne vaut rien lorsqu'il est replié sur lui-même. Il se morfond dans l'égoïsme, finalement, le plus critique. Et l'idéal était de pouvoir porter une parole justement dialogique. Alors, vous allez nous parler effectivement de la manière dont vous avez abordé ce sujet très vaste. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la genèse de ce projet. Comment est-ce que c'est né ? Pourquoi le thème du cœur ? Et puis finalement, comment vous, historien, vous êtes arrivé dans cette histoire ? Alors l'histoire s'inscrit dans un partenariat déjà de longue date que l'on a noué avec le musée d'Aubrey. Et quand je dis nous, je parle de la faculté d'histoire donc de Nantes Université, puisque l'ouverture de la collection permanente et la réouverture du musée étaient liées aussi à un projet de médiation étudiante, afin d'accompagner les visiteurs dans la démarche de curiosité et d'éclectisme qu'est la collection du musée. Et donc, lorsque nous, avec Julie Pellegrin, on a voulu effectivement poursuivre l'aventure, on s'est dit qu'il y avait quand même un motif central, rayonnant, qui était ce cœur de la collection permanente, ce quartiodaphe d'Anne de Bretagne. Et il nous semblait évident, pour une première exposition temporaire, de partir de ce motif-là pour en explorer les multiples réalités. Justement, parce que vous le disiez, de multiples réalités, il y a mille et une façons finalement d'aborder une exposition sur ce thème, tant les facettes du cœur sont multiples. Alors vous, quel a été votre choix ? Alors le choix était déjà de trouver dans le titre même de l'exposition son principe d'ouverture. En tant qu'historien, et en particulier en tant qu'historien intéressé aux questions de médiation et de diffusion dans le grand public de la science des universitaires, il me semblait que la qualité d'adresse était essentielle. Et cette adresse, on voulait la faire le plus largement possible. Et donc déjà, à cœur ouvert, signifiait que l'on ne prétendait pas enfermer notre savoir dans les murs de l'université, mais qu'on essayait effectivement de trouver, en dépliant le cœur d'Anne de Bretagne, les traces, les pistes qui permettaient d'en mieux comprendre les échos, les significations, mais surtout les transformations contemporaines, puisque, comme vous l'avez très bien souligné dans votre propos introductif, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le livre des morts de l'Égypte ancienne et les likes que l'on met sur les profils des réseaux sociaux, par exemple. Alors, tout de suite, je préfère le dire très vite aux auditeurs, ils ne vont pas voir le cœur d'Anne de Bretagne dans l'exposition. Ça a été vraiment un parti pris de votre part, les deux commissaires. Oui, avec Julie Pellegrin, il s'agissait de faire un système d'écho, d'entrer en résonance avec l'exposition permanente, sans prétendre ni la compléter, ni se substituer à elle. Et il nous semblait que le cœur d'Anne de Bretagne, par le fait qu'il est l'expression d'abord d'une individualité, c'est une femme, le cœur d'Anne de Bretagne, c'est également une reine, duchesse également donc du duché de Bretagne, c'est également une chrétienne, et c'est également une femme connue pour sa protection des arts et des lettres, une femme mécène, et
justement, cette pluralité de sens pouvait être les pistes que l'on pouvait, entre guillemets, s'autoriser à suivre pour travailler le thème de l'exposition temporaire. Mais vous disiez aussi que vous souhaitiez finalement faire un mouvement entre la collection permanente, parce que vraiment l'objectif au musée d'Aubrey en proposant ces expositions temporaires, c'est vraiment de faire dialoguer, mais de manière peut-être inattendue, la collection. Oui, alors après, on peut toujours effectivement imaginer que c'est une ficelle, mais il nous semblait qu'il y avait une respiration à entretenir entre les deux bâtiments. Le manoir qui accueille donc l'exposition temporaire et puis le bâtiment du musée permanent. Et je crois qu'on a voulu aussi jouer sur le caché et le visible, à l'image d'un cœur fondamentalement invisible à chacun et à chacune, mais pourtant omniprésent à la vue de tous. Et donc c'était un petit peu ce jeu d'écho, ce jeu de parallèle, cette pulsion entre la curiosité de voir et aussi la curiosité de découvrir, et donc de redécouvrir le cartographe qui a animé le projet du commissariat artistique et scientifique qu'on a mené avec Julie Pellegrin. Là, c'est à peu près 200 œuvres qui sont exposées, je dis à peu près, dont la moitié sont issues des réserves du musée. Comment s'est fait le choix des œuvres présentées et puis même des prêts, parce qu'il faut quand même le souligner, il y a vraiment des prêts exceptionnels. Oui, on a eu la grande chance quand même d'avoir de soutien d'institutions qui ont généreusement prêté leur collection. Alors déjà, dans l'écosystème nantais, il faut souligner quand même le rôle du diocèse, qui nous a prêté un certain nombre de pièces assez magistrales, en particulier donc du trésor de l'évêché, également le diocèse de Quimper comme autre partenaire, mais également d'autres institutions, on va dire, plus parisiennes, comme le musée Carnavalet, qui nous a offert de très belles pièces également, puis d'autres institutions régionales, Bar-le-Duc, Dijon, par exemple, qui ont ouvert leur collection à nos demandes un petit peu audacieuses, et on est vraiment ravis que des œuvres aussi magnifiques que, par exemple, la statue funéraire de Anne de Fontenette, et où le gisant de René de Chalon soit présent dans l'exposition. Avec une volonté aussi de faire intervenir l'art contemporain. C'était un point important, parce que l'art contemporain, il est présent effectivement à travers des œuvres comme de Kate Haring, comme de Annette Messager, également bien évidemment d'Andy Warhol, et puis d'Édouard Boyer, et je n'aimerais pas oublier bien évidemment Christian Boltanski, dont la proposition à la fois clôt l'exposition, mais l'ouvre pour les spectateurs sur autre chose. On y reviendra parce que ça, c'est un moment un peu particulier. Donc, vous le disiez un peu, donc l'exposition, elle se déroule dans ce qu'on appelle au musée d'Aubrey le manoir, qui est aussi peut-être le bâtiment central, en tout cas le bâtiment historique, peut-être le cœur finalement de ce musée, sur 400 mètres carrés, sur les 2 étages. Alors, comment vous avez pensé la circulation des visiteurs ? Alors, la circulation des visiteurs est toujours la contrainte avec laquelle la scénographie doit jouer. Et on a eu la grande chance d'avoir, grâce à l'agence Patracros, une proposition qui permettait à la fois d'aménager le caractère très rigide des espaces disponibles dans des circulations faites plutôt d'ondulations. Et c'était un petit peu l'enjeu, puisque le chœur ne peut pas être appréhendé dans le caractère trop disciplinaire d'un espace ou qui normerait un espace. Là, il y a l'idée, avec la scénographie qui a été choisie, de circulation plus ou moins douce, et on espère que les flux se passeront au mieux, parce qu'il est vrai, comme vous le soulignez, que c'est sur 2 niveaux, avec des fluidités peut-être encore à trouver. En tout cas, j'espère qu'elle servira, notre expérience, de leçon ou d'enseignement pour les prochaines expositions temporaires. Vous parlez donc de circulation, alors allons-y, rentrons dans l'exposition. Vous avez souhaité la découper, je ne sais pas si c'est vraiment le terme en tout cas. Il y a 5 thématiques, on peut dire un petit peu abordées autour du cœur. On rentre donc, et là c'est vraiment le côté sur l'anatomie du cœur, le cœur en tant qu'une approche à la fois scientifique et peut-être historique. Oui, l'idée était de partir justement de l'invisibilité du cœur, dont il fallait, entre guillemets, dépasser le caractère occulte. Le cœur, nous le sentons tous, mais nous ne connaissons pas. Et donc, à partir des travaux de l'auscultation immédiate, puis
ou auriculaire, puis de l'auscultation médiate grâce à l'invention des théoscopes de Laennec, il était permis d'entrer dans une connaissance à la périphérie du cœur, qui permettait d'entrer par la suite, grâce aux travaux d'anatomie, grâce aux travaux sur la dissection, sur la meilleure compréhension du fonctionnement organique du cœur, d'entrer dans la compréhension peut-être plus physique ou plus biologique, d'un organe, pour déjouer un petit peu sa dimension extraordinaire et le ramener à la connaissance de toutes et de tous. Alors, pour illustrer par exemple cette séquence, vous présentez notamment une cire anatomique de 1825 qui représente un cœur et à côté, vous le faites un peu dialoguer avec une œuvre de Andy Warhol de 1979. On a l'impression que finalement, placer ce qui était un objet d'étude comme ça à côté d'une œuvre, ça donne finalement un côté œuvre d'art à cet objet d'étude et inversement, cette œuvre d'un artiste contemporain en fait un sujet scientifique. Alors, la proposition est intéressante, mais ce n'est pas forcément celle que nous avons choisie. L'idée, puisque moi je viens en tout cas de l'histoire visuelle, de la culture visuelle, c'est de considérer par exemple que Andy Warhol ne dialogue pas qu'avec les artistes d'une époque prestigieuse, qu'il fait feu de tout bois, qu'il se nourrit de la documentation de ses contemporains comme des choses les plus anodines donc de ceux qui l'ont précédé. Et donc l'idée est effectivement de remettre Andy Warhol aussi dans une culture visuelle d'autant plus éloquente et évidente qu'il s'agit de culture populaire ou de pop art. Et désormais, Andy Warhol est aussi un objet de consommation culturelle et pas simplement un artiste, on va dire, éminent, mais dont la sacralité nous éloignerait. Les avancées scientifiques, vous avez bien insisté sur le fait que d'abord, le cœur, c'est une perception, avant qu'on ne sache effectivement scientifiquement l'identifier. C'était vraiment quelque chose que l'on ressentait, c'était du sensible. Les Égyptiens, par exemple, situaient la mémoire dans le cœur, et c'était d'ailleurs le seul organe, on le voit là dans l'exposition, qui était conservé lors des momifications. Vous illustrez aussi par une petite vidéo un grand débat qui a longtemps opposé cardiocentriste au cérébrocentriste. Oui, parce qu'il était évident très rapidement pour les anciens, les contemporains de l'Égypte, on va dire pharaonique, comme pour la Grèce socratique et présocratique, que le cœur était déterminant dans l'individualité d'un homme ou d'une femme. Néanmoins, se disputait la question de savoir des trois grands organes humains, lequel avait prééminence ou puissance de commandement sur les autres. Ces trois organes, ce sont le cerveau, le cœur et le foie. Et le débat s'est resserré sur un duel entre Platon, défendant plutôt une dimension cérébrocentrisme liée aussi à sa philosophie idéale et idéale du monde des idées, tandis que Aristote, pour faire entre guillemets une caricature peut-être grossière de son propos philosophique, dans une sorte de matérialisme un petit peu plus immanent, affirmait que c'était le cœur qui était porteur à la fois de la connaissance comme système d'émotions, mais aussi de la connaissance comme construction des savoirs. Et ce dialogue entre cérébrocentrisme et cardiocentrisme, on en a encore quelques traces dans le vocabulaire ou des expressions comme par exemple apprendre par cœur. Puisque apprendre par cœur est incompréhensible si on n'imagine pas effectivement que c'est par le cœur que l'on apprend et par le cœur finalement qu'on se remémore. Dans la deuxième section, c'est le cœur comme symbole. Alors l'exposition retrace les propriétés morales et sensibles associées donc à ce motif du cœur. Et vous disiez lors de la conférence de presse, Yann Lignereux, que votre volonté était peut-être de remettre de la complexité dans cet objet qui est presque devenu trop simple, trop facilement. On réduit aujourd'hui le cœur à l'amour. Parce que donner son cœur au Moyen-Âge n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Non, donner son cœur au Moyen-Âge, c'est inscrire cette relation dans une hiérarchie politique. Une hiérarchie politique qui est celle au XIIe, XIIIe siècle d'un système vasalique, d'un système féodal, par lequel on reconnaît, par l'hommage lige éventuellement, une domination d'un suzerain sur un vassal. Il y a là beaucoup de brutalité, une certaine crudité du rapport de force qui a peut-être été euphémisée par l'idée que donner son cœur à une dame, faire dévotion de son cœur à une dame souvent inaccessible, c'était affirmer le caractère généreux d'un geste qui n'attendait pas forcément de réciprocité. Et ça permettait peut-être d'euphémiser la violence cruelle de ces rapports de domination entre un vassal et un suzerain.
Mais je permets juste de compléter. Il est vrai que c'est important de considérer ce moment charnière du Moyen-Âge, ce 12e, 13e siècle, puisque s'enclenche avec lui à la fois la promotion du cœur dans sa dimension sentimentale et amoureuse que nous lui connaissons, mais également sa dimension spirituelle et sa dimension politique. Alors, on va revenir sur sa dimension spirituelle, puisque c'est effectivement la séquence suivante qui est consacrée au Sacré-Cœur. Je voudrais juste qu'on revienne juste sur la section d'avant, parce que c'est là aussi où on commence à faire, j'allais dire, je sais pas, vous appelez le cœur bicéphale, c'est là qu'il commence à apparaître. Oui, le motif du cœur, pour nous, effectivement, c'est un motif bilobé, bien identifiable dans sa symétrie et à la fois dans sa hiérarchie. Le motif iconographique, tel que nous le connaissons, on va dire qu'il apparaît aux environs des années 1340-1350. Il n'a pas la forme accomplie qui est la nôtre aujourd'hui, mais on y reconnaît une volonté de symétrie. Cette histoire donc des formes est une histoire complexe, puisque les historiens et les historiennes de l'art ne tranchent pas de manière définitive la question. Certains y voient le motif de la fleur de lierre qui, bien évidemment, par le rapport à la persistance, porterait l'espoir d'un amour pérenne qui résisterait aux épreuves du temps et des aléas de l'existence, mais cela n'est pas complètement démontré. Et lorsque ce cœur un petit peu symétrique apparaît, certains l'interprètent encore aujourd'hui comme une sorte de grosse molaire, donc ça ramène un petit peu quand même beaucoup de modestie dans l'interprétation, ou un poivron, ce qui est quand même difficile à imaginer quand on est au milieu du XIVe siècle, quand le poivron arrive en Europe dans les années 1493-1495. Donc ça, c'est des interprétations a posteriori. La séquence suivante, on commençait à en parler, elle est consacrée au Sacré-Cœur, donc le Sacré-Cœur de Jésus qui a donné lieu à de nombreuses représentations. Est-ce que cette notion de Sacré-Cœur ou de cœur sacré est spécifique à la religion catholique ? Alors, elle n'est pas spécifique à la religion catholique au sens où les trois grands monothéismes que l'on peut effectivement suivre dans la Torah, le Coran et la Bible placent le cœur comme le réceptacle de la foi et le lieu donc de l'union peut-être la plus accomplie, la plus sincère et la plus parfaite entre Dieu et ses créatures. Mais il revient au christianisme en tant que religion de l'incarnation, en tant que religion justement d'un Dieu fait homme, de pouvoir donner une médiation peut-être plus accessible, qui ramène le caractère absolu et véritablement transcendant d'une divinité trop lointaine dans sa majesté céleste, à une dimension peut-être plus proche des hommes et des femmes qui veulent effectivement suivre ces enseignements. Et le fait que Jésus a été prouvé la condition humaine fait que son cœur est, entre guillemets, le témoignage d'une accessibilité aux mystères effectivement les plus impénétrables si on les laissait aux seuls théologiens. Alors, on ne va pas les laisser aux seuls théologiens parce que justement, il y a aussi une dimension politique du cœur qui, elle, est abordée dans la section 4, si on séquence de cette manière-là. Comment, finalement, cette dimension intime du cœur est-elle devenue une valeur collective ? Alors, la difficulté, c'est effectivement de réussir à trouver le bon faisceau de raison ou de cause. L'idée est effectivement que le cœur est à la fois l'expression d'une personnalité absolument propre, mais l'individu n'existe que par la relation à autrui. Or, l'idée, c'est que la concorde doit permettre, entre guillemets, un accord sensible des cœurs qui n'efface pas la différence des personnes. Donc, pour reprendre mon propos peut-être de manière un peu plus claire, on ne peut pas concevoir une communauté de fidèles qui ne soit pas également une communauté de sujets politiques, puisque ce serait créer, on va dire, de la dissension. Or, les sujets, on va dire, comme fidèles, se réunissent dans la communauté, qu'on appelle effectivement l'Église ou l'Ecclésia ou l'Ouma. Et donc, c'est peut-être sur ce modèle donc de communion fraternelle dans une même foi que le politique a pu s'inspirer du motif de la concorde religieuse pour lui proposer d'être représentatif de ce qu'on appellera l'idéal du bien commun, la nécessité effectivement de s'accorder les uns et les autres pour que la vie ne soit pas qu'une vallée de souffrances et d'épreuves. Et pourtant, dans cette section, vous l'illustrez, vous dites bien que le cœur, il rassemble autant qu'il divise.
Comment l'expliquez-vous? Parce que vous étiez justement en train d'expliquer que c'était une communion tous ensemble pour un bien commun. C'est toujours la difficulté de comprendre comment les hommes sont les premiers infidèles à leurs idéaux qu'ils posent. Tout le monde, effectivement, espère vivre en paix avec son voisin, mais on va dire, selon sa définition de sa paix et selon sa définition de ce qu'est un voisin. Et à partir de ce moment-là, le cœur qui peut être cet idéal de ralliement œcuménique, peut être également la bannière derrière laquelle chaque camp se range pour confronter sa vérité cordiale à celle d'un autre qui ne serait que mensonge ou illusion. Et cela est particulièrement sensible au moment de la Révolution française, puisque la période 1792-1793 voit de manière quasi égale, se partager du côté des révolutionnaires, notamment autour de Marat et autour du jeune Barras, une sorte de culte du cœur républicain auquel s'oppose le Sacré-Cœur qui est mobilisé par les troupes des armées royales et catholiques de Vendée et de la chouannerie plus généralement. Oui, c'est vrai. À Nantes, on le connaît bien. L'exposition se termine avec une séquence, alors là, un peu particulière, car elle est tout entière dédiée au travail de l'artiste Christian Boltanski, qui lui est décédé en 2021. Alors, je me demande, est-ce que donc c'est vraiment une immersion totale, hein, une œuvre qui s'appelle Cœur, qui date de 2005, et est-ce qu'il faut en parler aux visiteurs ou les laisser? Enfin, on parlait du côté sensible de cette exposition, et là je pense qu'on est en plein dedans. Oui, en fait, il faut en parler parce que c'est le point d'aboutissement du projet un peu intellectuel et artistique que l'on a mené, à savoir qu'on est parti d'un cœur singulier, anatomique, un cœur commun à tous et à tous, pour aller jusqu'à un cœur universel. Et qui dit universel, ça veut dire quelque chose qui n'est pas clos sur lui-même et qui ouvre, entre guillemets, la possibilité d'en poursuivre l'aventure. Et donc, c'est cette invitation que l'on fait aux visiteurs et aux visiteuses de poursuivre l'aventure en allant au-delà du geste créateur de Christian Boltanski de 2005 pour le suivre justement dans sa proposition qu'il a pu faire en 2008, qui s'appelle les Archives du cœur, qui est une façon effectivement de faire trésor commun de toutes les singularités cardiaques qui nous distinguent les uns et les autres. C'est-à-dire que le samedi matin, il faut dire, on est invité à enregistrer sa propre pulsion cardiaque. Voilà, tous les samedis sont organisés effectivement une session d'enregistrement de son rythme cardiaque d'une 20aine de secondes que l'on peut à la fois bien évidemment conserver pour soi, mais qui a pour finalité d'être collecté pour être archivé dans une île du Japon où se trouve un sanctuaire, où se trouvent tous ces cœurs réunis dans leurs différences et dans toute leur singularité. Cette idée, elle est très chère à notre cœur, à Julie Pellegrin et moi, parce qu'elle veut dire que ce cœur est une aventure qui demande à être poursuivie. Et que si un battement de cœur s'arrête, il n'est pas certain néanmoins que sa trace sous une forme archivistique, et c'est l'historien qui parle ici, n'y trouve pas néanmoins sa place. Vous parlez justement de propos, en tout cas d'historiens. Or, vraiment, la volonté, c'est que cette exposition s'adresse à tous et à tous. Et donc, parfois, effectivement, il y a des notions un peu complexes. Et donc, il faut vraiment rassurer les auditeurs. Hein. Il y a des tas de moyens de médiation dans les salles, aussi bien des films d'animation. On peut manipuler des modèles démontables de cœur. On peut faire des tatouages aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais effectivement, les tatoueurs tatouent pas mal de cœurs en ce moment. Et il y a aussi au milieu un petit espace qui s'appelle Cocon, qui est une petite respiration pour le jeune public. Finalement, pour vous, en tant que scientifique, est-ce que c'est pas la partie la plus difficile, justement, j'aime pas le terme de vulgariser, mais en tout cas de rendre accessible peut-être des notions un peu complexes? Oui, c'est toujours l'écueil, mais on a eu la chance de bénéficier quand même d'aide remarquables de Jérôme Fillet et du Crabe Fantôme qui ont coordonné la production en particulier de ces films d'animation qui nous aident à comprendre ce que c'est que la tripartition
des corps royaux, à savoir la séparation du corps du roi au moment de sa mort entre ses entrailles, entre son cadavre et son cœur. Essayer de comprendre ce que cela veut dire, d'essayer de comprendre également cette fameuse querelle du cérébrocentrisme et du cardiocentrisme sous la forme d'un petit jeu vidéo du style Street Fighter, pour ceux qui peuvent connaître la référence, mais qui donne entre guillemets à comprendre la confrontation. Et donc, il y a dans l'exposition, en effet, comme vous le dites très bien, ces moments de respiration où le propos, sans rien perdre de sa rigueur, trouve une forme plastique différente pour être accessible à chacun et à chacune. Avant de conclure un peu cette émission, j'aimerais vous poser une question que j'aime bien poser à mes invités, qui n'est pas forcément la plus facile. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans cette exposition, Yann Lignereux ? Un coup de cœur, c'est éliminer beaucoup d'autres. Choisir, c'est renoncer. Hein. Exactement. Alors, moi, j'aime beaucoup Le Cœur au repos, qui est une œuvre d'Annette Messager, qui est l'expression dans toute sa fragilité, puisque c'est fait de cordes et de fils de fer assemblés, qui est toute l'expression d'un cœur délaissé, d'un cœur comme au repos peut-être ou à l'abandon. Et il y a dans cette vulnérabilité de l'œuvre d'Annette Messager une sorte d'interpellation pour les visiteurs et visiteuses, à la fois de se projeter dans ce cœur vulnérable pour espérer bien évidemment qu'il se redresse et qu'il se lève plus triomphant que jamais pour la suite la suite. Parce qu'on a un peu l'impression aussi qu'il a été pris dans les filets. Il a été un petit peu pris dans les filets, et là, c'est toute la science artistique d'Annette Messager de faire référence en particulier à certaines enluminures des 15e, 16e siècles où les cœurs s'attrapent dans des filets comme des papillons. Parce que justement, avant vraiment de conclure, là, Yann Lignereux, j'aimerais qu'on reprécise un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé du sens, mais peut-être visuellement, voilà, il y a aussi bien des tableaux, des objets scientifiques. Ah oui, il y a effectivement à la fois ce que l'on peut appeler des gravures exceptionnelles, des objets de pédagogie, on va dire, en termes de catéchèse, comme les taloméou bretons. Oui, ça va peut-être traduire, tout le monde n'est pas breton. Ce sont des cartes des cœurs qui sont des cartes pédagogiques pour enseigner effectivement l'évangile dans le cadre des missions qui sont menées justement au début du XVIIe siècle par le père Julien Monoir ou par le père Lenoblet pour rechristianiser après les guerres de religion, effectivement, les populations. Donc on a effectivement une variété assez plastique, assez importante des formes, des intentions, et on est très heureux de ce que cet éclectisme veut dire aussi des variations du cœur. Merci beaucoup donc pour cette présentation de l'exposition À cœur ouvert, dont vous êtes donc le commissaire, le co-commissaire Yann Lignereux. Exposition qui se tient du 17 octobre 2025 au 1er mars 2026 au musée d'Aubray, aux horaires habituels du musée. Bon à savoir, le billet est le même pour la collection permanente et l'exposition temporaire, et l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans. Je vous souhaite donc à tous de tout cœur de vous laisser toucher et surprendre par cette palpitante exposition. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Merci pour votre invitation.